Anka Petré qui est déjà au pupitre, qui est pharmacienne de formation et qui est consultante dans une société qu'elle a créée. Et pour remettre les choses en place et être tous au même niveau sur la blockchain, je vais demander à Anka, elle a accepté très gentiment, de nous réexpliquer peut-être en 10 minutes ce qu'est la blockchain pour les nuls. Alors je vais vous donner le micro, ça va être beaucoup plus simple. Je vais en chercher un pendant ce temps-là. Merci. Bonjour. Je vais commencer par une question toute simple et pas très commune quand on parle de blockchain. Qui connaît Henrietta Lacks ? Vous rigolez, mais Henrietta Lacks est à l'origine de 11 000 brevets dans le monde. Henrietta Lacks est une dame qui est morte dans les années 50. Et cette femme souffrait d'un cancer du col de l'utérus. Pendant son hospitalisation, avant son décès, les chercheurs et les médecins ont prélevé, sans son consentement, des extraits de la tumeur. Ils ont fait des biopsies et ils ont utilisé ces cellules pour faire de la recherche. Les cellules de Mme Henrietta Lacks sont les premières qu'on a pu faire proliférer in vitro. Et ces cellules ont par la suite servi à la recherche biomédicale partout dans le monde. À l'heure actuelle, on s'en sert encore. Et comme je l'ai dit, ces cellules sont à l'origine de plus de 11 000 brevets déposés dans le monde. Cette dame est décédée quelques années plus tard dans la pauvreté. Elle n'a jamais su ce qu'étaient devenues ces cellules. Elle n'a jamais su qu'elle a fait avancer la recherche médicale et qu'elle a fait avancer la science. Ces cellules ont été prélevées sans son consentement. Elle n'a jamais pu tirer parti des bénéfices de la recherche. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à vous parler de la blockchain. Je reste au pupitre. Alors, la blockchain, c'est quoi ? La blockchain, c'est quelque chose de très très simple. C'est des outils qu'on connaît depuis de nombreuses années. C'est une technologie qui se divise en deux parties, pour faire très simple. Un logiciel qui est open source, c'est-à-dire qu'on peut télécharger librement sur Internet, et une interface graphique qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le système. Jusqu'à là, tout le monde connaît. La blockchain, c'est une technologie de référencement des données, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. À l'heure actuelle, on va stocker les données sur différents supports. On a les disques durs, le cloud, les clés USB. Et en plus de faire ça, avec la blockchain, on va pouvoir les référencer dans un grand registre numérique, un peu comme une feuille Excel sur laquelle on va lister des données. Prenez l'idée d'une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous stockez physiquement des livres. Et à l'entrée de la bibliothèque, vous avez un registre qui vous permet de voir quelles sont les références que l'on a. Mais vous n'avez pas tout le contenu, vous avez juste les références. Ça, c'est exactement l'idée de la blockchain. C'est un registre sur lequel on liste des références, comme des empreintes numériques d'une information qui est stockée ailleurs. Jusqu'à là, rien de révolutionnaire. Mais c'est là que ça devient plus intéressant. C'est que les informations qui sont stockées sur ce registre ont deux caractéristiques. Premièrement, elles sont chiffrées. C'est-à-dire que c'est une suite de chiffres et de lettres qui ne peuvent pas être compris, à moins d'avoir une clé de déchiffrage. Les informations sont aussi immuables, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, parce que dès qu'on enregistre une référence dans ce grand livre numérique, il est impossible de la modifier ou de la supprimer. Tout ce qu'on peut faire, c'est enregistrer une V2, une V3, une V4, des nouvelles versions de l'information, la dernière version faisant foi, mais toutes celles qui ont été avant sont encore visibles et on ne peut pas les supprimer. Ça permet de tracer l'historique d'une information. Et enfin, la révolution de la technologie blockchain, c'est la dernière, c'est la décentralisation. Tout ce que j'ai dit avant, on peut le faire avec plein d'autres technologies, on n'a pas besoin de blockchain pour le faire. La décentralisation, ça, c'est la nouveauté de la blockchain. Et pourquoi c'est intéressant ? À l'heure actuelle, quand on stocke des informations, on va les stocker sur des supports centralisés. C'est-à-dire que ça va être sur un serveur. Ça va être à un seul endroit. Un point unique qui forcément est vulnérable. Avec la blockchain, on va décentraliser l'information. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un serveur qui stocke l'information, on va en avoir plein.
Imaginez le degré de sécurité si pour avoir accès à l'information, on a 2 serveurs et qu'il y a besoin de l'autorisation des 2 serveurs pour accéder. C'est plus compliqué. Imaginez si on est 3, 4, 5, 1000 et qu'il faut avoir l'accord de tout le monde pour accéder à l'information. Ça devient extrêmement compliqué, ça devient même infaisable. Ça, c'est le degré de sécurité qu'apporte cette technologie. On a un registre distribué et on ne peut pas modifier les informations une fois qu'elles sont enregistrées. Ce qui est intéressant dans ce registre distribué, c'est que chacun des parties prenantes va avoir des intérêts différents et va avoir une vision des choses qui est différente. Et puisque personne ne peut modifier les informations à sa guise, il va falloir se mettre d'accord. Et quand on se met d'accord, on a tendance à enregistrer la version qui est vraie. Donc on peut faire confiance au système. C'est ce qu'on appelle la confiance by design. Alors tout ça, c'est bien sympa, mais à quoi ça sert ? Ça sert à 4 choses. Et pour comprendre si ça a un intérêt ou pas d'utiliser la blockchain dans votre projet, il faut se poser ces 4 questions. Est-ce que ça rentre dans une de ces 4 cases ? Si ça rentre, alors on peut considérer la blockchain. Si ça ne rentre pas, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres technologies qui répondent un peu mieux aux besoins. Le premier cas d'usage, c'est l'échange d'actifs. Ça, c'est ce qu'on voit avec les crypto-monnaies. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup en santé pour le moment, mais qui vont venir. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Les 3 autres sont beaucoup plus importants et on les voit à l'heure actuelle. Premier, c'est notarisation des informations. Dès qu'on a une information sensible et qu'on veut protéger, on peut l'enregistrer sur une blockchain. C'est toutes les données qui peuvent faire l'objet d'un litige. Par exemple, les consentements. Un patient donne son consentement, on va l'enregistrer sur la blockchain, et si un jour, il revient à l'hôpital en disant « Ah non, mais moi, je n'ai pas donné mon consentement, c'est pas vrai », on va pouvoir prouver que ça a été le cas, et que ça a même été fait à telle heure, tel jour. Ça enlève énormément de problèmes. Pareil pour les ordonnances. Quand on vient renouveler une ordonnance, on veut pouvoir prouver que ça a été fait un certain nombre de fois et que le patient n'a pas abusé de ce renouvellement. Troisième cas d'usage, l'automatisation des processus sensibles avec un outil qu'on va sûrement décrire tout à l'heure, qu'on appelle les smart contracts. Ce sont finalement ni des contrats ni particulièrement smart, mais ça permet en fait d'automatiser des processus. Dès qu'on a une étape N+1 qui est dépendante de l'étape N, on peut l'automatiser grâce à ces lignes de code. C'est-à-dire, si le patient donne son consentement, alors il est inclus dans l'essai clinique. Ce type de mécanisme. On peut faire pareil pour les remboursements. Si le patient envoie sa feuille de soins, alors il est remboursé. Et enfin, la facilitation des flux d'informations. Ça va de soi. On travaille en réseau quand on travaille avec la blockchain. Donc dès qu'on veut créer un registre unique qui permet de lister des informations et qu'on veut rendre visible dans tout le réseau, on peut utiliser cette technologie. Donc voilà en grande partie ce que c'est que la blockchain pour les nuls, même si bon, je pense que vous avez un certain niveau quand même dans la salle, et comment on peut les utiliser en santé. Merci en tout cas de cette présentation, de nous rejoindre. Alors je vais donner le micro, je vais rester à vous, on n'a qu'un seul micro pour cette salle-là. Donc on va faire de cette manière, vous allez vous passer entre vous. Je me tourne tout de suite après cette présentation vers Christophe Billot, vous qui travaillez dans les laboratoires Pierre Fabre. En quoi la blockchain c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour les laboratoires et pour la recherche que vous menez? Entre autres, la recherche n'est pas le seul bénéficiaire à mon sens potentiel. En fait, l'histoire chez nous, elle est basée déjà de premiers contacts avec des patients. Et un peu dans le cas que cité en cas, justement, j'ai monté un data lab il y a 3-4 ans maintenant, et ça pose la question, dans un data lab, il faut des data. D'accord, pas de data, pas d'IA, donc vous avez une chaîne assez logique. Et du coup, j'ai été discuter avec des associations de patients pour voir comment on pouvait travailler ensemble sur ces thématiques-là. J'ai eu la chance d'en rencontrer 4, donc avec le Orange Healthcare Institute en l'occurrence. Et en discutant avec eux, on s'est aperçu qu'ils n'avaient aucun souci à partager leurs données. Mais aucun. Contrairement à ce qu'on pouvait croire à la base, on est des laboratoires pharmaceutiques, pas forcément une bonne image, donc des tas de choses, des tas de critiques ou d'autocritiques d'ailleurs qui ne sont pas forcément toujours fondées. Et en discutant avec eux, ils m'ont tous les 4
quelle que soit leur âge, quelle que soit la pathologie, certains étaient atteints de pathologies très graves, ils m'ont tous dit, mais nous, pas de souci pour partager avec vous, pour travailler sur nos données. En revanche, vous allez nous assurer 2 choses. Premièrement, vous allez nous dire exactement ce que vous allez faire avec nos données. Exactement le cas de la dame cité tout à l'heure. Et deuxièmement, vous allez nous expliquer ce que vous en avez réellement fait, vous allez prouver ce que vous avez réellement fait de ces données. C'est simple à dire, hein. Bah là, pour le peu, les filles se sont touchées. Je dis, bah là, finalement, c'est un domaine d'emploi de la blockchain, pourquoi pas. Et ça continue comme ça. Bah, aujourd'hui, il y a un IA Challenge qu'on anime lors des universités. On a eu un mal de chien à trouver des données qu'on pouvait partager en toute confiance, avec une traçabilité des avis, respecter la loi. Je vous le redis, pas de data, pas d'IA. D'accord. Et ben oui, mais c'est simple à dire, si ce n'est que c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer, surtout avec une loi qui n'est pas évidente. Donc du coup, effectivement, le domaine de l'emploi de la blockchain me semblait relativement légitime, assez facile, parce qu'il amène un degré de confiance et de partage qui permet de faire ça. Le problème de fond, après, pour nous, ça a été de trouver comment expliquer ça. Parce que la blockchain, vue par Anka, c'est extraordinaire. Quand vous allez un tantinet plus loin, si vous voulez faire partir vos amis lors d'une soirée, vous commencez à leur expliquer comment fonctionne la blockchain en détail. Je vous garantis que vous allez gazer tout le monde et vous videz la salle assez rapidement. Donc justement, d'accord. Donc on a essayé chez nous de commencer à attraper le sujet par quelque chose de très ludique. Donc on a essayé de le gamifier. On a créé un jeu de plateau. J'aurais pu vous l'apporter aujourd'hui, ce n'était pas trop le lieu, mais ça aurait été avec grand plaisir. On a mélangé avec un cas, avec d'autres personnes, différentes thématiques pour prendre les concepts principaux de la blockchain, d'essayer de les matérialiser dans un jeu de façon à ce que n'importe qui, je pourrais prendre n'importe qui dans la salle, puisse se jouer et comprendre ces grands concepts avec nos mots. De façon à ce que ça ne devienne plus l'obstacle technique, soit plus un problème, qu'on fasse plus partir nos amis, qu'on puisse jouer tranquille, rigoler, mais malgré tout apprendre et pouvoir modéliser. Voilà. Donc ça, c'est le challenge qu'on a aujourd'hui. Et le deuxième, ça va être d'avoir des choses concrètes à montrer, parce que la blockchain, c'est beau, beaucoup tout le monde en parle, c'est compliqué, mais des choses réellement concrètes, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? On va en parler justement avec les gens qui sont autour de la table. Maintenant, il va falloir qu'on ait des choses concrètes pour qu'on puisse réfléchir sur nous, surtout le domaine d'emploi. Effectivement, les domaines d'emploi, il y en a en R&D, on en a parlé. Il y en a en logistique, on en parlait tout à l'heure avec Anka. C'est multiple et il va falloir qu'on soit très créatif justement pour savoir utiliser cette chaîne de confiance. Plusieurs choses que je retiens dans ce que vous nous avez dit, Christophe. D'abord, on a une réponse technologique, même si elle est encore en construction. Cette réponse technologique n'est pas aussi simple que les schémas que vous avez présentés Anka tout à l'heure, mais on a une réponse technologique, un outil qui répond à une demande sociétale. C'est ce qu'on a vu hier aussi dans les tables rondes. Les patients sont contents, sont heureux de vous donner des datas, de leur donner, de participer à des expériences, à condition qu'ils aient eux-mêmes un retour sur expérience, qu'ils puissent influencer un thème de recherche et qu'ils puissent avoir les données et savoir ce que l'on fait précisément des données. Ce qui est assez nouveau d'ailleurs dans le rapport entre patients qui participent à un essai thérapeutique et laboratoire pharmaceutique en face, au passage. Deuxièmement, ça répond aussi à une question des laboratoires qui est d'avoir de la donnée fiable. Et là, pour le coup, je suppose qu'avec la blockchain, il n'y a pas plus fiable que ces données que vous allez avoir. En quoi ça change d'ailleurs la fiabilité des données d'un point de vue technique par rapport aux données que vous avez déjà, que vous récupérez déjà? Alors, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, pour le peu. C'est compliqué. On est dans un domaine très réglementé. Quand on sort un médicament, il y a des études cliniques, c'est très long. Et là, je crois que Thierry, qui est dans la salle, pourrait en parler bien mieux que moi. Il est là-bas. Thierry Escudier, donc, qui travaille sur les essais cliniques chez nous. Force est de constater que ces essais passent par de nombreuses phases, de nombreuses mains, sont très longs. Et que les données peuvent être détériorées. J'ai dit que je restais très correct aujourd'hui. D'accord. Détériorées par des recopies Par des recopies, par des bêtises, par des intentions. Il y a autant de cas que de personnes ou de contextes. Et des intermédiaires dans les études cliniques, Thierry maîtrise ça bien mieux que moi, sont très très nombreux. Donc force est de constater qu'aujourd'hui, si on devait reproduire certains essais cliniques qui ont été faits, ce qui devrait être le cas de façon permanente, on devrait avoir exactement le même résultat. Sinon, ce n'est pas scientifique. C'est pas assuré sur tous, on va dire. D'accord ? Et c'est pas assuré sur tous parce que justement, il y a des déperditions d'informations, il y a des erreurs, il y a des volontés, il y a tout ce que vous voulez. Et ça, aujourd'hui, c'est plus admissible. D'accord ? Donc, ce type de solution, si on arrive à faire correctement notre travail, va permettre d'éviter ça. Et c'est encore une fois un retour à la confiance, un retour à la fiabilité. C'est crucial pour tout le monde. C'est crucial pour les patients, c'est crucial pour nous.
D'accord? Donc pour tous les maillons de la chaîne, grosso modo. Et un élément que vous n'avez pas cité, qui est important également, c'est que ça enlève quelques intermédiaires. Pourquoi les banquiers s'en occupent? Parce que potentiellement, ça peut désintermédier, et ça leur fait peur, donc ils s'en occupent. Nous, enlever les intermédiaires, ça peut être aussi intéressant. Pas tous, mais ça peut être aussi intéressant pour fluidifier la chaîne. C'est passionnant, on voit comment avec cette technologie, on est en train de changer les rapports sociétaux autour d'une question, les rapports humains autour de certaines manières de faire, et que là on est sur un cap qui est assez majeur. Aurélie Ibal, vous travaillez chez Almeris, on va peut-être rappeler déjà en 30 secondes ce qu'est Almeris pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que vous y faites aussi précisément? Alors, je suis depuis le mois de mars maintenant déléguée à la protection des données au sein du groupe Almeris, donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent la partie tiers payant. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on a développé un pan d'activité sur tout ce qui est sécurisation des données, confiance numérique, donc signature électronique, lettres recommandées électroniques et du coup maintenant conseil RGPD. Et je m'occupe du coup de toute la mise en conformité du groupe et de ses entités en parallèle de ma première activité qui est consultant blockchain. Donc c'est ma formation première juridique. Alors justement, la blockchain, est-ce que vous applaudissez de demain comme Christophe à vos côtés, que vous l'attendez avec impatience? Alors je l'attends, maintenant je reconnais que le terme révolution me dérange un petit peu, ça fait un peu trop hype, on va dire, on le voit partout dans les journaux. C'est un petit peu, je suis un peu plus mesurée. Maintenant, on va faire de très très belles choses avec et on va remettre l'individu au cœur de toute la chaîne et c'est vraiment ce qu'on appelle l'empowerment pour utiliser le terme à la mode anglais. Dans quel sens vous voyez l'individu mis au cœur de la chaîne? Alors, comme on disait, les personnes avant disaient « je donne mon corps à la science ». C'est une phrase toute bête, mais on l'a tous plus ou moins dite une fois. Oui, mais pourquoi? Quel retour je vais avoir? Oui, d'accord, j'ai donné mon corps, d'accord. Mais à quoi? Qu'est-ce que ça a fait avancer concrètement? Et est-ce que je peux vérifier? Les gens ont besoin de se dire j'ai été utile. On a une notion maintenant d'utilité dans la société qui change. On a un nouveau paradigme qui va de pair avec cette confiance. Et maintenant, les gens ont besoin de vérifier. On a besoin de transparence. Et c'est justement exactement pour rebondir sur les propos précédents. Les personnes ont besoin de savoir ce qui a été fait avec leurs données. Ils ne sont pas contre de les donner. Maintenant, il faut le faire correctement. C'est justement ça. Là aussi, point de changement de société, les personnes, alors les patients dont on parle aujourd'hui, ont besoin de transparence, ils ont besoin d'aller vérifier ce qu'on a fait pour leurs données. Est-ce que la société est suffisamment mature pour laisser des patients avoir accès à leurs données? Ça reste toujours la même discussion autour du dossier médical personnalisé, des dossiers patients. Quand on voit aujourd'hui les difficultés des patients pour récupérer un dossier médical en hôpital, c'est la croix et la bannière pour y aller sur des dossiers papier, radio ou autre, de là leur dire « hop, on met la blockchain, c'est génial, vous allez voir, les patients vont avoir accès à leurs données immédiatement ». C'est vrai que sur le papier, c'est joli, dit comme ça, c'est magnifique, je reconnais. Maintenant, on est dans une ère où la pédagogie devient de plus en plus présente. Et c'est ce mouvement global qui fera qu'on arrivera à l'imposer petit à petit. Je ne dis pas effectivement qu'il faut aller expliquer à chaque personne individuellement ce qu'est la blockchain, qu'est-ce qu'un hash, comment ça marche, comment on lui donne sa clé, quel est le numéro exact. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la blockchain. Faire de la blockchain pour dire je fais des choses compliquées, c'est pas le principe. Le principe, c'est d'en faire et des fois même de pas le dire. Mais pour que ce soit le mieux, honnêtement, je pense que on partage plus ou moins la même vision. Les meilleurs projets, des fois, sont ceux pour lesquels on ne sait pas qu'il y a de la blockchain en définitive. Vous êtes d'accord qu'il va y avoir quand même, pas technologiquement, mais culturellement, un sacré pas à faire, notamment dans un pays comme la France. Mais ça a commencé. La table ronde où la Suisse nous explique que dans le canton de Genève, c'est le patient qui a accès à son dossier qui décide à qui il va donner les informations médicales. Ici, c'est encore quelque chose, c'est un sujet qui est tabou depuis 15 ans. Ça fait, oui, même une vingtaine d'années, je dirais, que c'est tabou et inaccessible, mais les mentalités commencent à changer et effectivement c'est avec des outils comme ceux-là qu'on arrivera à faire changer l'accessibilité et les réflexes des individus à vouloir accéder à tout ça. Alors si on ne veut pas tomber dans le côté hype de la blockchain que vous étiez en train de nous décrire tout à l'heure, on va quand même voir quelques inconvénients ou quelques peurs qu'entraîne la blockchain. Il y en a plusieurs. D'abord, il n'y a pas de référentiel. On est dans un cadre encore d'action relativement flou, si j'ai bien compris. C'est vrai. On a quand même malgré tout un gros effort français qui est mis en place au niveau du législateur, puisqu'il s'est saisi de la question et une commission a été ouverte avec un comité consultatif il y a peu de temps. Maintenant, est-ce qu'il faudrait réguler? C'est la toute première question qu'il faut se poser, parce que certes,
certes, on fait le constat que ça l'est pas, c'est normal, c'est nouveau, mais la première question à se poser, c'est est-ce que c'est opportun en définitive ? Toutes les lois qui sont faites trop vite sont pas forcément les meilleures. Et en l'occurrence, je pense que en plus, avec l'arrivée du RGPD qui vient nous complexifier tout ça, c'est peut-être encore tôt pour prendre des positions trop strictes et qu'on puisse après être enserré justement dans un modèle trop restrictif. Alors RGPD, parlons-en justement, parce que ça c'est vraiment intéressant. Le principe, c'est quand même que j'ai accès à mes données, que je peux décider de les effacer, de demander à un opérateur de les effacer. Là, pour le coup, ça me semble assez antinomique vis-à-vis de la blockchain. Comment est-ce que les deux peuvent être compatibles ? Alors justement, en général, quand on parle blockchain et RGPD, les gens disent « Ouais, non mais il y a le droit à l'oubli, c'est pas possible, on s'arrête là ». Le problème, c'est qu'il ne faut pas voir la blockchain comme l'ennemi juré des données de santé ou même du RGPD. Il faut voir comment on peut mettre cet outil au service d'eux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ennemi ou outil. On est dans le cadre où effectivement, la blockchain est un registre. Le RGPD impose de tenir un registre. Tiens, effectivement, on a un premier point de touche. Après, effectivement, le droit à l'oubli, oui, c'est un obstacle. Pour l'instant, c'est un obstacle. Il y a des débuts de solutions qui sont portés, pas dans le secteur de la santé. Effectivement, on est dans le cadre de données sensibles, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui de tous mettre des données de santé sur la blockchain, sinon ce ne serait pas très correct de ma part. Maintenant, il y a des débuts de solutions. Pour l'instant, la majorité des projets qui sont dans ce cadre-là, et je pense qu'Anka pourra le confirmer mieux que moi, se basent sur des stockages en dehors de la blockchain, avec des bases de données, ce qu'on appelle off-chain. C'est une solution qui est pour l'instant majoritairement optée par la plupart des acteurs santé. Dans d'autres secteurs, par contre, on assiste à des débuts de solutions trouvées avec des jeux de clés, des triptyques de clés, par exemple, pour revenir aux clés asymétriques qu'on avait exposées tout à l'heure. Donc voilà, on est au début. Il faut savoir que oui, pour l'instant, effectivement, c'est un obstacle, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais il faut laisser du temps au temps et il faut voir la technologie mûrir un petit peu pour qu'on puisse trouver des meilleures solutions. Ça veut dire qu'à terme, on peut imaginer quand même une blockchain où je vais pouvoir effacer mes données, je vais pouvoir rendre mes données anonymes, même si c'est à l'inverse, où je vais pouvoir ne pas être tracé totalement dans ce que je fais, même si c'est à l'inverse de l'esprit qu'on a décrit tout à l'heure. Alors, anonymisation, c'est un gros mot qui fait peur à beaucoup. Le RGPD n'a pas facilité ça en plus. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'anonymisation totale. Ce qu'on appelle anonymisation au sens du RGPD, c'est une désidentification absolument irréversible. Droit à l'oubli. Total. Voilà. Pour l'instant, sur la blockchain, et ça a été prouvé par des chercheurs en Angleterre sur le cas de la blockchain Bitcoin, on peut remonter aux identités par recoupement. Alors certes, c'est compliqué, mais on y arrive. Donc on peut plus parler de pseudonymat que d'anonymat pour l'instant. Donc en l'état actuel, je peux pas m'engager en disant qu'effectivement c'est de l'anonymat et on peut rêver d'une blockchain santé parfaite. Peut-être qu'un jour on y arrivera. C'est un gros point d'interrogation aujourd'hui. Et là, on est aussi sur des interrogations qui ne sont pas technologiques, mais qui sont aussi sociétales. Et juridiques à la fois. Juridiques, bien sûr. Ce sont les données. On en a parlé hier soir au débat, ce souhait de conserver ces données, de les protéger. On a d'autres continents, la Chine, les États-Unis, où la blockchain est aussi développée, et pas dans le même but. Là, l'impression peut vendre ces données. Bien sûr, et aux États-Unis, il y a énormément de projets de ce qu'on a, nous, avec le dossier médical partagé, mais version blockchain, où eux, par contre, monétisent tout ça et envisagent de mettre des haches de données de santé. Eux ont beaucoup moins de contraintes pour l'instant. On n'a pas du tout la même conception avec les États-Unis de la protection des données. Et on arrivera en Europe à avoir un système différent ou pas, dans un monde qui est quand même globalisé? La présidente actuelle de la CNIL n'est pas vraiment en faveur de la monétisation des données, ni de la notion de propriété même. Je pense qu'on a encore un peu de temps avant que ça arrive. Mais ça finira... Ça finira par arriver. Par arriver. Je suis pas... J'ai pas ma boule de cristal aujourd'hui, mais... C'est à prévoir, effectivement. Sécuritairement, j'espère. Jean-Louis Freis, qui est à mes côtés, vous dirigez une start-up que vous avez créée à Toulouse, qui s'appelle Nextech, votre design, sûrement d'utilisation derrière. Vous concevez, on va le dire rapidement, des chatbots, donc des robots conversationnels dans le secteur de la santé. Et vous êtes en train de préparer aussi des produits à base de blockchain. Alors qu'est-ce que vous faites très concrètement ?
Alors, très concrètement, moi j'ai l'habitude de dire que pour mettre en place un projet blockchain, il faut 4 composantes assez vite. Premièrement, il faut un projet qui permet concret, bien sûr, mais qui permet de créer de la valeur, c'est-à-dire faire des économies ou gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut une technologie, on y reviendra tout de suite. La troisième chose qui est très importante, un consortium. Et la quatrième chose, il ne faut pas oublier de parler de sécurité parce que la blockchain a aussi, quelquefois, amène des problèmes de sécurité. Alors, le projet concret qu'on est en train de mettre en place, il y en a 2. Un dont je vais parler concrètement, le deuxième, il est un peu plus confidentiel, mais j'en dévoilerai quelques aspects. Le premier, c'est un projet très concret qui est basé sur le consentement des patients qui vont donner leur peau après une intervention chirurgicale, peau qui va être utilisée par des industriels de manière à les faire dessus des tests ou de dermato ou médicamenteux. Alors l'intérêt de la blockchain dans ce cas-là, c'est quoi? On l'a vu, on parlait tout à l'heure, c'est bien sûr l'automatisation de process très sensibles et la facilitation des flux. Concrètement, ça va se passer comment? Un patient a besoin de se faire opérer, malheureusement, et décide de confier sa peau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Avec un outil, alors chatbot ou autre, ça c'est pas la question du jour, on va lui proposer de faire une signature électronique de consentement. On va lui expliquer de manière simple et électronique ce qu'on va lui faire et on va lui proposer de signer. Et ce consentement, il va être intégré dans un bloc de la chaîne. Alors, je vous interromps parce que c'est important ce que vous dites aussi, là d'un point de vue opérationnel et culturel. Vous dites, on va expliquer, puisque de toute façon, il va faire un consentement électronique, on va lui mettre une tablette, un mobile, un téléphone, peu importe sous les yeux, on va lui demander, je sais pas, une empreinte digitale ou autre, ou une signature dessus. Donc il y a un moment, il est obligé de se poser et de signer. Culturellement, ça veut dire que vraiment, vous expliquez au patient ce que vous êtes en train de faire, ce qui va lui être fait, qu'on a un consentement qui lui est demandé et qu'on lui demande de faire un acte. C'est pas le papier qu'on vous glisse entre 18 papiers que vous êtes en train de remplir à l'hôpital et vous n'êtes pas rendu compte que vous avez signé un consentement dessus. Parce que c'est le support et la méthode qui changent. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà. Sauf qu'on a du mal à prouver qu'on l'a fait comme il faut. Et quelquefois, le patient, quand il a beaucoup de choses à lire, c'est un peu compliqué. 17 pages que vous signez, vous avez rempli votre nom, votre prénom, votre numéro de sécu, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce que vous faites. Mais tu vois, ce qui est sûr, c'est que le RGPD amène une chose aujourd'hui également, c'est qu'on dit, OK, on explique, mais il faut expliquer de manière compréhensible. Et moi, je trouve que ça change complètement. Et d'ailleurs, on voit que sur les sites Internet, il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Donc, premier acte, le patient, il va signer de manière simple et après avoir compris le consentement. Donc ça va aller dans un bloc. Deuxième acte de la chaîne, le patient, il est opéré. Et donc là, évidemment, le chirurgien, pour opérer le patient, il a besoin de savoir s'il y a bien le consentement. Et ensuite, une fois qu'il va avoir opéré, il va y avoir un compte-rendu opératoire. Donc là, tout ça va être, alors on ne va pas rentrer dans le détail, non pas stocké sur la blockchain, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la blockchain, ce n'est pas un endroit de stockage, ce n'est pas un endroit où on va mettre des milliers de kilooctets de données, ils vont être stockés à côté, mais en tout cas, c'est la transaction qui va être, et on va pouvoir voir que la transaction a été effectuée. Et troisième chose, derrière, on a un industriel qui a besoin, lui, de savoir si le patient a bien été opéré, s'il a bien donné son consentement pour pouvoir utiliser la peau. Et là, du coup, soit on a des systèmes qui vont lui permettre d'interroger ces faits-là via la blockchain, ou alors, par un smart contract, il peut être prévenu directement. Et là, ça fait... Un smart contract, pareil, on amène des nouveaux termes, on va le définir, c'est quoi un smart? Un smart contract, c'est, je dirais, un développement automatique d'une action, c'est-à-dire si j'ai bien fait ça, eh ben, je déclenche quelque chose. Alors ça peut être, je déclenche un paiement par une assurance, un paiement peut-être un jour par l'assurance maladie. Donc ça, c'est la définition du smart contract, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est obligé de valider chaque ligne et dire « Ah, on a bien coché toutes les cases, donc on peut payer ». Donc le smart contract, enfin quelqu'un le définira peut-être mieux que moi, mais en tout cas, moi c'est le sens que je lui donne. Du coup, là on a bien ces acteurs qui ont un intérêt commun à avoir de l'information, et donc cette information peut être partagée sur la blockchain. Alors après, il faut une technologie, donc nous, on n'a absolument pas de technologie dans ce domaine, on s'appuie sur une structure qui est à Montpellier, qui fait de la blockchain depuis des années sur la mobilité, à partir de la technologie qui est issue de Linux, qui s'appelle Hyperledger, donc bon, c'est des choses qui marchent. On n'a pas de souci par rapport à ça et on n'est pas sur la preuve de travail comme on est dans le Bitcoin, mais sur la preuve d'enjeu. Et ça va me amener directement au sujet suivant, qui est le consortium. Puisque évidemment,
pour qu'une blockchain fonctionne, il faut un consortium. Alors, qu'est-ce qu'on appelle consortium ? Un consortium, c'est une communauté. Alors, une communauté de quoi ? Une communauté de personnes morales, en l'occurrence, chacune des personnes morales possédant un serveur qui va évidemment permettre de valider et de crypter les éléments qu'on va mettre dans la blockchain. Et pourquoi on parle de consensus et pourquoi on parle de communauté ? Parce que dans la preuve d'enjeu, pour que le smart contract, enfin pour que le bloc de la chaîne soit validé, il va falloir que plus de la moitié de la communauté soit d'accord. Et du coup, c'est là où on a besoin de créer une communauté qui ait du sens. Donc aujourd'hui, nous, c'est un projet qui démarre. Donc cette communauté, on est en train de la constituer. Donc la communauté, elle n'a pas forcément besoin d'avoir des objectifs communs, parce que alors si on a besoin d'avoir une communauté qui a que des objectifs communs, on s'en sortira pas. Après, il faut avoir dans les phases de test, une volonté commune de prouver que ça fonctionne. Donc là, nous, notre consortium, il va comporter plusieurs établissements hospitaliers au niveau de la France. C'est un projet français mais qui démarre en Occitanie. Plusieurs établissements hospitaliers. Tant que je n'ai pas d'accord écrit, vous me permettrez de ne pas citer les noms dans un premier temps, mais on pourra en discuter en aparté. Deuxièmement, au moins un laboratoire pharmaceutique qui n'est pas très loin d'ici. Troisièmement, des associations de patients, parce que nous, dans notre conception de la blockchain, elle est partie, vous l'avez compris, autour d'un projet concret avec au démarrage le patient. Et donc pour ça, on doit inclure des associations de patients à l'intérieur, nationales, et on est en discussion avec ces personnes-là actuellement. Plus après, des institutionnels. Alors institutionnels, ce sont des gens qui vont rassurer, parce que là, on va dire, ah oui, mais le patient, il a un intérêt dans l'affaire, le laboratoire pharmaceutique peut-être, l'hôpital peut-être. Donc du coup, il faut quand même qu'il y ait ces institutionnels. Alors ça amène aussi un élément rapide, qui est le tiers de confiance. Puisque avant, le tiers de confiance, dans une solution et structuration centralisée, c'est lui qui contrôlait les opérations. Avec la blockchain, on déporte la chose. Le tiers de confiance, lui, qu'est-ce qu'il devient ? Il a la clé de la maison blockchain. C'est-à-dire qu'il va faire quoi ? On a parlé de consortium et de consensus tout à l'heure. C'est ce tiers de confiance qui va agréer les membres du consortium, qui va agréer, membre du consortium égale mineur, j'aurais dû le dire tout à l'heure dans le langage courant. Donc c'est lui qui va agréer le nombre de personnes qui vont pouvoir miner. C'est intéressant ce que vous dites d'un point de vue technologique, d'un point de vue éthique, mais je veux dire aussi d'un point de vue business, la manière dont une entreprise fait son business, qui est son but. Vous n'êtes pas dans une structure mutualiste, vous n'êtes pas dans une structure publique, vous n'êtes pas dans une scope non plus, et pourtant ça veut dire que vous allez déporter une partie de votre pouvoir à un consortium qui est autour de vous, qui assure votre crédibilité pour pouvoir mener votre projet à bien, mais qui en même temps peut exercer une force de pouvoir sur vous. À partir du moment où le consortium dit à votre entreprise ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas correct, n'est pas ceci, n'est pas cela, ou je ne lui accorde pas ma crédibilité, ou je lui envoie une mauvaise image, c'est tout le business qui tombe. Alors ça, c'est la règle du jeu, bien évidemment, parce que quand on parle blockchain, le maître mot, c'est confiance. Et du coup, un patient ou un chirurgien, il ne va pas avoir confiance en une seule structure, parce qu'on sait que les structures, c'est de la gouvernance, c'est des hommes, c'est de la finance, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, on le sait. Les entreprises. Bien sûr, c'est de la lourdeur aussi. Donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à créer cette confiance. Après, je voudrais dire un petit mot sur la sécurité, très rapidement. Évidemment, quand on parle de blockchain, on parle d'informatique. Donc, dès qu'il y a informatique, évidemment, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Dans la blockchain aussi. Une des énormes différences avec la blockchain et les autres structures, c'est que comme on est décentralisé, si on a des problèmes informatiques, ils vont être, je dirais, cantonnés peut-être qu'à un petit coin. Donc on a des contagions qui sont peut-être moins importantes. Ça, c'est une première chose. En termes de sécurité, on a l'habitude de dire aussi que dans un consortium, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'il y ait la moitié des intervenants qui valident la véracité de l'information, donc le bloc, pour qu'il soit admis dans la chaîne. Du coup, ça veut dire que si on crée une majorité, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait une majorité qui s'entende et qui prenne le pouvoir. Donc du coup, on a besoin d'avoir un certain nombre de mineurs de plus en plus important. Donc au départ, moi j'ai dit 10, évidemment, parce qu'on crée la solution, on est en test. Donc après, l'objectif, c'est que tout ça grossisse. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne le pouvoir. Donc l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de mineurs. Alors dans cette utopie sociétale et technologique où personne ne prend le pouvoir que vous citez là,
il y a quand même un moment où il y a des effets pervers à la déconcentration. On voit bien que les informations ne sont pas centralisées sur un serveur, elles vont être déconcentrées ici ou là. Comment est-ce que vous êtes sûr demain que les informations ne partent pas tout d'un coup sur un serveur, je ne sais pas, en Chine, aux États-Unis ou dans je ne sais quel autre pays, et où on garantit quand même la sécurisation des données? Alors, d'abord, on n'est jamais sûr de rien, mais par contre, on a des solutions pour vérifier c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où le consortium va être distribué par un tiers de confiance, on va aller vérifier que l'information, elle ne part pas en Chine ou ailleurs. Si la blockchain est hackée, ça veut dire qu'il y aura peut-être un serveur ou deux qui le seront, mais on a quand même peu de chances que... Alors, la dernière partie de la sécurité, c'est que si un jour le consortium devait s'arrêter, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'expérimentation, dans tout ça, on se pose beaucoup de questions. Si le consortium devait s'arrêter, il faut quand même qu'on puisse conserver les preuves des transactions, parce que la blockchain, elle peut s'arrêter et pas aller plus loin. Par contre, dans la santé en particulier, il faut qu'on puisse garder la preuve. Donc ça demande de bien penser à cette maîtrise du passé, de manière à ce qu'on ne perde pas tout. La RGPD dans tout ça, parce que comment est-ce que vous réussissez à avoir la possibilité d'enlever ces données de la blockchain dans un projet que vous allez commencer rapidement? Alors moi, le RGPD me dérange nullement, mais au contraire, parce que dans la santé, on était déjà un petit peu familiarisé avec tous ces sujets-là. Ça ne me dérange pas dans la mesure où, on l'a dit tout à l'heure, la blockchain, elle n'est pas faite pour stocker des informations, elle est faite pour stocker des preuves de transaction. Donc du coup, la blockchain, c'est le squelette, il y a les transactions sur le squelette, et puis on a du stockage chez des hébergeurs agréés de données de santé en France. Du coup, si un patient nous demande d'oublier ses données ou de ne plus les communiquer ou de plus pouvoir les consulter, on coupe la chaîne. Alors c'est un peu réducteur, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, on coupe le chaînon entre le squelette de la blockchain et le stockage de la donnée, et du coup, on n'a plus accès. Et là, on peut effacer la donnée du patient chez l'hébergeur agréé de données de santé. C'est-à-dire qu'on gardera la mémoire des actes que vous avez effectués, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de ces actes. C'est la loi. Comment réagissent, le fond du problème, il est là aussi, comment réagissent ces soignants par rapport à ce type de blockchain que vous mettez en place? On a beau dire le papier ça permet de faire des erreurs ou autres, mais le papier ça a du bon parce qu'il y a des choses qui se gomment, il y a des choses qui se mettent de côté plus ou moins volontairement. Avec la blockchain c'est plus possible. Alors le numérique et les soignants, c'est un vaste sujet, mais en tout cas les soignants ils ne sont pas du tout hermétiques au numérique. Les soignants ils ont besoin de quoi? De choses qui ne leur font pas perdre du temps. On était il n'y a pas très longtemps avec Olivier dans un bloc opératoire où justement on parlait de ces sujets-là, parce que des fois on est reçu pour travailler dans les blocs opératoires. Et l'anesthésiste avec qui on travaille, lui il fait son compte-rendu d'anesthésie sur un papier, on lui dit mais enfin quand même bon sang, il y a peut-être des solutions plus simples. Et lui il nous dit pourquoi pas, mais trouvez-moi des solutions qui ne vont pas me faire perdre de temps, parce que moi c'est encore plus simple de gratter sur mon papier que de rentrer sur une application, de machin. Donc de toute façon aujourd'hui moi je trouve dans le domaine du numérique, on a deux challenges, c'est de donner aux gens des outils qui sont faciles, mais alors vraiment faciles et interconnectables. Et quand on a ça, croyez-moi qu'on progresse vite. Anka Petré, pour vous qui êtes soignante, parce que vous êtes pharmacienne, je rappelle, au départ, ce qui est intéressant pour qu'une technologie pointe, c'est qu'elle réponde à des besoins culturels derrière les personnes qui vont utiliser cette technologie, pas aux technologues qui se sont fait plaisir en l'imaginant. La question des soignants, alors Jean-Yves Fraisse me dit ça évite de gratter du papier, on va gagner du temps, certes, c'est un argument, mais c'est pas que ça. Si je fais le parallèle, par exemple, avec le domaine du social, si on rentre un peu dans la santé, on a demandé aux travailleurs sociaux aujourd'hui d'écrire dans des fichiers informatiques pourquoi on prend telle ou telle décision qui peut aller jusqu'au placement d'un enfant dans une autre famille. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. Et dans certains conseils départementaux, on s'est aperçu qu'à partir du moment où on a demandé à des travailleurs de justifier par écrit des décisions qu'on prend par papier ou autre, l'écrit disparaît complètement. On ne veut pas taper sur le clavier sa décision parce qu'on engage une responsabilité forte et que culturellement, le choc il est trop fort. Est-ce que vous n'avez pas la peur que la même chose se passe du côté des soignants? On peut avoir intérêt à ne pas tout écrire sur des décisions qu'on prend. Oui, c'est tout à fait juste. Et je pense que justement, un autre concept qui apparaît avec la blockchain, c'est cette question de responsabilité. C'est qu'au-delà du papier, au-delà du numérique, là, on va savoir qui a fait quoi à quel moment. Par exemple, on en parlait tout à l'heure dans une supply chain, on va savoir qui a reçu la palette en dernier, qui a fait la transaction, et s'il y a un problème, on va savoir qui on pointe du doigt. Donc c'est sûr, tout le monde n'est pas très heureux
d'avoir cette transparence. Les enregistrements des conversations SAMU ne plaisent pas non plus à tout le monde, surtout quand on les ressent derrière. Oui, tout à fait, c'est le problème. Mais après, je pense qu'il faut voir ça différemment aussi. Il faut le voir du côté du patient, parce que évidemment, les soignants ont des contraintes, mais les patients veulent aussi avoir plus de visibilité sur ce qui est fait. Par exemple, nous, on travaille là sur un projet avec un établissement de santé privé qui veut garantir à ses patients que les informations qu'ils donnent à cet établissement de santé sont utilisées au sein du réseau uniquement et au sein des prestataires et au sein des plateaux techniques, que ces informations ne sont pas transmises ailleurs et surtout que ces informations sont bien sécurisées et qui respectent les contraintes et les désirs du patient qu'il a exprimés initialement. Donc en fait, l'idée qui est là derrière, c'est aussi de contractualiser, et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça, la relation entre le patient et le médecin. C'est de dire le patient veut telle chose, a telle particularité, même d'un point de vue ethnique. Le patient ne peut pas prendre tel type de produit parce que ça contient X ou Y ingrédients. Ça, il faut pouvoir prouver que derrière, on n'a pas fait n'importe quoi et qu'on a bien respecté les souhaits du patient. Et tout ça, on va pouvoir le faire, même si je l'entends, c'est compliqué. Et c'est vraiment un changement de paradigme. On ne voit plus les choses de la même manière. Mais je veux dire, la transparence, elle se fera avec ou sans, finalement, l'accord de tout le monde. Xavier Schneider, vous êtes pharmacien, si vous vouliez réagir. Oui, je veux réagir effectivement. En tant que pharmacien d'officine, la confiance est un élément primordial et clé de la relation entre nos patients et l'ensemble du corps médical. Et donc, sans traçabilité, pas de confiance, j'ai envie de dire. Comment, je dirais, prouver qu'en tant que pharmacien, on a bien rempli nos obligations de résultats et de moyens? Comment est-ce que le médecin peut prouver qu'il a bien rempli ses obligations de moyens, qu'il a mis tout en œuvre pour diagnostiquer au plus juste la maladie, sans pouvoir être sûr du diagnostic? La médecine reste quand même un art, hein. En tant que pharmacien, nous, par contre, nous devons, je dirais, prouver qu'on a fait notre travail correctement. Et je dirais, on le fait déjà, en fait. On n'a pas attendu la blockchain pour le faire. Je dirais, ça fait déjà des centaines d'années qu'on le fait. On a des registres aussi, bien sûr. Donc je dirais là-dessus, il ne faut pas avoir peur de cette responsabilité. Je dirais même que c'est le fondement, finalement, des professions libérales. Je pense que, comment dire, Henri Libet, en tant que juriste, acquiescera aussi de ce fait. Mais admettez tout de même qu'il va y avoir un changement. Il y a aujourd'hui un fossé culturel qui va être très important. Si vous voulez réussir à imposer des réflexions, des manières de procéder type blockchain, il va y avoir un sacré changement culturel à mettre en place du côté des hôpitaux. Le nombre de tables rondes qui ont été faites ici avec des patients qui expliquent le parcours, la manière pour avoir accès à leurs données hospitalières, à leur registre hospitalier, témoignent que c'est pas si simple du côté des soignants. On fera les questions, promis, on les fait après. Hein. Justement, on est dans cette session de débat. Je sens que ça rechauffera là pour y aller. C'était très bien. Mais voilà, on pose ces questions culturelles puisque la technologie, c'est aussi des pratiques culturelles derrière. Allez-y. Et je me permets de réagir aussi, le soignant est patient. Oui. Le soignant est patient. Donc, en général, d'ailleurs, quand le soignant devient patient, il y a une vision qui change. Voilà, bizarrement, quand on passe du côté obscur, la logique devient différente et on se dit effectivement, si j'avais pu avoir ça pour moi, ça aurait été plus sympa. Je rebondis sur ce que disait Xavier. En termes de litiges, aujourd'hui, les litiges en termes d'erreurs médicales, parce qu'on est aussi dans ce scope-là, c'est très, très, très compliqué. C'est des contentieux longs, c'est des contentieux éprouvants. La personne ressouffre pendant des années et des années des pathologies, de l'erreur qui a été commise. Ça serait aussi un moyen d'accélérer ces contentieux-là et de finalement, toujours encore une fois, remettre le patient au milieu et de lui faciliter la tâche. Certes, c'est au détriment de l'aide-soignant qui devra faire quelques démarches de plus ou qui devra engager sa responsabilité. Mais en soi, aujourd'hui, on passe par des années d'expertise et on arrive au même résultat. Donc... Oui, je vais aider monsieur, je pense qu'il fait partie d'un hôpital, à vue de nez. Hein. Non, on travaille justement avec un gros centre hospitalier universitaire de la région et des médecins, donc un médecin qui est à l'origine d'une grande action pour récupérer des data patients pour aller travailler à NIA et tout ce qui suit. Et il est le premier à dire, on en revient encore à la notion de confiance, que si les patients à qui on demande des choses n'ont pas confiance et conscience de ce qu'ils donnent, il n'arrivera pas à avoir un bon résultat. Donc il est le premier, c'est un praticien, il est toujours un neurochir en urgence, donc il bosse, hein, il n'y a pas de souci, mais il est le premier à dire qu'il a besoin de ça.
Même si ça permet de mieux le contrôler, ça permet également effectivement de prouver tout ce qu'il a fait. Et c'est autant de bénéfices que de petits inconvénients de son point de vue. Voilà, c'est ses paroles. Là, je peux mettre quasiment les guillemets. Non, mais on est dans des changements culturels. Xavier Schneider, vous qui êtes pharmacien, expliquez-nous en quoi la blockchain, elle vous intéresse, pour vous qui regardez pas seulement que la pharmacie, mais les startups et le digital en santé de manière générale. Je dirais que la blockchain m'intéresse pour l'ensemble de niveaux évoqués au-dessus de moi. On peut trouver des applications en pharmacie d'officine, en entreprise aussi. Par exemple, l'automatisation du traitement des contrats entre finalement les mutuelles, les patients et les professionnels de santé permettrait de gagner un temps énorme. Ça me ferait gagner, je dirais, au niveau de mon entreprise, de l'officine, je dirais facilement 2 jours hommes ou femmes, dans l'inclusion, ce qui permettrait de redistribuer du temps au niveau du patient, notamment dans le cadre des bilans partagés de médication. Bien partage de médication qui demande un consentement éclairé du patient aussi. Donc là aussi, comment le tracer, comment le prouver. Donc à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a des besoins de traçabilité. On parle aussi de l'échange des données de santé. Et le plus important à comprendre là-dessus, c'est que c'est cette notion de traçabilité, on va pouvoir savoir effectivement qui a accès à quelles données quand et pourquoi il a eu accès. J'ai fait une expédition en Estonie où là, tout le monde finalement peut avoir accès aux données de santé, sauf que si il n'a pas de justification en face, c'est du pénal. Donc voilà. Donc tout de suite, ça clarifie tout d'un seul coup. En termes pour vous alors c'est facile, vraiment de pharmacie pure, de suivi des médicaments, il y a déjà des choses qui sont en blockchain, sur la provenance des médicaments eux-mêmes. Alors, on a un grand sujet avec l'industrie pharmaceutique, nos éditeurs de logiciels informatiques sur la sérialisation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir dire que tel patient, on lui a délivré tel médicament de tel lot, avec même tel numéro de boîte unique, et de pouvoir retracer toute la chaîne du médicament, dans le cadre de la sécurisation du médicament. Et là, on s'aperçoit que... au niveau mondial, la contrefaçon représente 900 milliards d'euros. Donc c'est effectivement une industrie malheureusement du crime énorme qui tue des dizaines de millions de gens chaque année. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique s'est penchée sur cette question-là. Néanmoins, donc c'est quelque chose qui va rentrer en action en février 2019. Nos logiciels informatiques ne sont pas encore prêts pour traiter tout ceci, puisque ça demanderait, tout est centralisé, donc des millions d'accès, nos 22 000 pharmacies françaises, par exemple, rien qu'en France, avec plusieurs collaborateurs qui traitent une ordonnance avec plusieurs médicaments à la fois, vont devoir désidentifier ces médicaments-là, c'est-à-dire les retirer de la base de données centralisée pour dire qu'ils ont été donnés aux patients. Voilà. Et donc ça pose des problèmes technologiques qui ne sont pas résolus à ma connaissance, enfin je ne crois pas, ou en tout cas... choses qui se mettent en place, mais bon. Et la blockchain pourrait être une réponse à ce niveau-là et pourrait même aller jusqu'à, je dirais, tracer les matières premières, d'où viennent-ils, par où sont-ils passés, par quels pays sont-ils passés. Donc, je dirais, là, encore une fois, on mettrait de la transparence, en fait, sur des produits, des médicaments, donc avec des usages importants et vitaux sur leur provenance, sur leur qualité. Donc là, je dirais encore, c'est un grand mouvement de transparence. Vous me disiez aussi, il ne faut pas oublier le pharmacien n'est pas qu'un distributeur de médicaments. Le pharmacien, il sait de voir quand même son patient de manière globale. Il peut lui donner aussi des conseils de vie, d'hygiène de vie, nutrition ou autre. Et là, avoir une chaîne réellement partagée, ça facilite votre travail en officine. Je dirais entièrement, en tant que pharmacien, on fait des dizaines d'opinions pharmaceutiques par jour qui ne sont pas tracées, pas valorisées. Donc là, il y a tout un travail silencieux que nous faisons dans l'ombre qui mériterait, je dirais, d'être mis en lumière et d'être évalué. En fait, aussi un grand problème dans le monde de la santé en général, c'est le manque d'évaluation finalement de grand nombre d'actes médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques. Parce qu'il faut toujours effectivement penser, la blockchain nous y force presque à penser en écosystème en fait au bénéfice du patient. Moi, je voudrais juste faire une remarque quand même. Je suis pharmacien aussi, je viens de l'industrie pharmaceutique. Je veux bien qu'on dise que la blockchain va tout révolutionner. Bon, ça va amener une couche de plus. Mais enfin, quand même, on a une garantie de fiabilité des médicaments. Elle n'est pas parfaite, je suis d'accord, mais enfin, on ne part pas de zéro. Alors après, on doit progresser parce qu'il y a de la contrefaçon. C'est indéniable, on est d'accord. Mais moi, je veux quand même dire qu'en Europe et dans d'autres pays, on a quand même une fiabilité de ces choses-là qui est loin d'être négligeable. Je peux encore rebondir là-dessus.
Effectivement, Jean-Louis a raison. En France, il n'y a pas de contrefaçon de médicaments parce qu'à chaque niveau de la chaîne de confiance, la circulation du médicament, il y a un pharmacien qui engage son diplôme, qui engage sa responsabilité, donc, en fait, à la fois au civil et au pénal, sur la qualité du médicament qui est délivré en France. Ce n'est pas le cas, évidemment, si un patient a envie d'acheter un médicament sur un site internet qu'il pense être une pharmacie d'officine française et qui ne l'est pas. Là aussi, la blockchain permettrait de certifier, en fait, que c'est bien une pharmacie d'officine française et pas, je dirais, un site quelque part dans un pays fiscalement arrangeant, par exemple. Et à titre personnel, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette philosophie de la blockchain, le fait d'avoir ce pouvoir qui est complètement déconcentré, cette autre manière d'appréhender les données? Alors, à titre personnel, ce qui me plaît, c'est cette notion de désintermédiation. Alors là, on n'est plus tout à fait dans le consortium tel que le décrivait Jean-Louis, mais on est plutôt, je dirais, dans un écosystème globalisé, finalement, où chaque individu va partager le pouvoir avec l'ensemble de la collectivité. Vous parlez de SCOP, on peut parler par exemple des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On peut imaginer que demain, prenons l'exemple que tout le monde peut comprendre et que celui donc, des taxis, on peut imaginer que demain, je dirais, on soit tous propriétaires à propriété partagée en fait, de véhicules autonomes qu'on mettrait à disposition les uns des autres et qui seraient du coup gérés par une blockchain et où les revenus seraient distribués de manière équitable suivant l'usage qui est fait de ces véhicules. Voilà. On peut imaginer des tas de développement. Voilà, c'est effectivement, je dirais, c'est le pouvoir à la collectivité quelque part. Aurélie Wonka, vous vouliez réagir? Juste sur le point des SCIC, pour ceux qui sont montpelliérains, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais Montpellier est très actif sur ce sujet. C'est pas dans le domaine de la santé, effectivement, mais la métropole de Montpellier est en train de travailler sur ce sujet pour remettre une nouvelle gouvernance de la donnée sur les données de la ville, avec tout ce qui est compteur connecté, compteur d'eau, voilà. Donc c'est très actif de ce côté-là, et c'est pareil, c'est toujours le même but, remettre le citoyen au milieu. Réagir à ce que vous disiez parce que en effet Montpellier c'est les SCIC et c'est très important dans le domaine de la blockchain. Nous on travaille justement avec une des sociétés de blockchain montpelliéraine. Et pourquoi? Parce que quand on a discuté en premier avec ces gens-là, ils nous expliquaient la chose suivante, c'est que aujourd'hui, évidemment il y a des très gros acteurs qui proposent de la blockchain, mais il y a aussi des startups et du coup une structure qui irait avec une boîte qui existerait plus 2 ans après, c'est clair que dans la donnée ça poserait un problème. Et justement ces sociétés de blockchain, start-upeuses ou autres montpelliéraines sont en train de créer un écosystème au travers d'une SIC pour que s'il y avait une défaillance de l'un, elle soit compensée par les autres. Et je trouve qu'à ce stade-là de la mise en œuvre de cette technologie, c'est des initiatives qui me parlent beaucoup. En cas, je voudrais savoir, vous travaillez avec des hôpitaux, votre société de consulting. Aujourd'hui, vous voyez quel changement dans ce que vous mettez en place? Est-ce qu'ils sont réceptifs à la blockchain? Quel projet concret et à quel terme? Alors nous, on a une chance qui est quand même énorme, c'est qu'on travaille avec un établissement de soins qui vient de se créer. Donc c'est-à-dire qu'on met en place toute l'architecture numérique de cet établissement. Donc on le met en place avec les derniers outils que l'on a et c'est quelque chose qui est très avancé. Après, je ne pense pas que les hôpitaux soient réfractaires à cette idée parce qu'on en a discuté avec eux et ils sont prêts à mettre en place des études pour voir si traiter des données ou traiter des consentements avec la blockchain, c'est aussi, voire plus efficace que la façon actuelle de le faire. Mais c'est juste que les systèmes d'information à l'heure actuelle ne sont pas forcément très flexibles, ne sont pas forcément faits pour pouvoir y agréger la blockchain. Donc c'est plutôt un travail de longue haleine. Et c'est pas quelque chose qu'on va voir demain apparaître dans les hôpitaux. Demain, vous n'allez pas voir votre médecin, il va vous dire signez votre consentement sur la blockchain. Ça va pas arriver tout de suite. Mais par contre, ce qu'on peut voir arriver assez rapidement, c'est des cas d'usage qui sont beaucoup plus précis et dont finalement personne ne parle. Parce que c'est ceux qui sont aboutis. Et comme on le disait tout à l'heure, les choses les plus abouties, on n'en parle pas. Alors par exemple, si on veut citer 2-3 exemples. Alors par exemple, dans un hôpital aux États-Unis, il y a des hôpitaux particuliers qui traitent les vétérans américains. Et ces hôpitaux-là, en fait, font la promesse de prendre en charge le patient dans un délai de 14 jours à partir du moment où il se présente à l'accueil. Et il y a des listes d'attente qui sont mises en place. Et d'un point de vue légal, ils sont obligés de respecter ce délai. Et il y a eu un scandale aux États-Unis en 2014 parce qu'il y a plein de patients qui ont attendu des mois et des mois pour être pris en charge et une quarantaine d'entre eux sont décédés. Donc il y a eu une enquête et on s'est rendu compte que ces listes d'attente étaient manipulées
pour faire rentrer les délais des patients dans le délai de 14 jours, même si eux avaient attendu beaucoup plus longtemps. Ces listes d'attente étaient stockées de manière hyper sécurisée, avec vidéosurveillance et tout ce que vous voulez. Donc c'était presque impossible de les falsifier. Et pourtant, ça a été fait. Donc il y a une start-up aux États-Unis qui allait voir ces hôpitaux, qui leur a proposé de stocker ces données sur la blockchain. Et depuis, on n'a plus ce problème-là. Mais personne n'en a entendu parler. Ça n'a pas été hyper médiatisé et pourtant, ça a eu un réel impact. Et en fait, c'est sur ce genre de petites solutions en fait, que c'est intéressant de travailler parce qu'on est dans un écosystème qui est réduit. On n'est pas là en train d'essayer de relier 50 000 hôpitaux dans le monde. C'est très petit. Et c'est là, en fait, on va pouvoir prouver que la technologie fonctionne. On a des réels cas d'usage. Et les personnes qui vont tester ça vont être d'accord avec le fait que ça a un intérêt. Si on essaye de faire des choses trop grandes, trop ambitieuses et qui n'ont pas de sens, on va se dire, bon, bah, la technologie ne marche pas et on va s'arrêter là.